Bonjour et bienvenue sur la Web TV du Journal Toulousain. Nous sommes aujourd'hui face à Sébastien Vincini, le numéro 2 du PS en Haute-Garonne. Avec lui, nous allons faire un état des lieux de cette même fédération. Nous allons également parler des investitures pour les municipales et de l'affaire Cahuzac. Vous êtes prêts? Suivez-moi. Sébastien Vincini, bonjour. Bonjour. Et merci d'être venu ici à la rédaction du Journal Toulousain. Merci pour votre invitation. On va commencer par parler de l'actualité du PS31, dont vous êtes le nouveau numéro 2. Il y a une nouvelle équipe dirigeante qui a été désignée autour de Joël Bouche. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que cette nouvelle équipe est en dynamique? Alors oui, elle est en dynamique. Un tiers de ses membres étaient déjà des membres de la précédente équipe, donc rodés, on va dire, à l'exercice de fonctions au sein du Parti Socialiste. Puis après, les nouveaux ont été plutôt bien intégrés, donc oui, en dynamique, les commissions fédérales refonctionnent, les organes essentiels, que ce soit le Conseil fédéral, qui est un peu notre Parlement, se réunit une fois par mois, le bureau fédéral une à deux fois, voire trois fois selon l'actualité, le secrétariat fédéral une fois tous les 15 jours, vous voyez. Les organes fonctionnent. Alors, est-ce que c'est compliqué de se retrouver finalement à la tête d'une fédération qui gagne tout depuis des années? Est-ce que c'est pas finalement compliqué de gérer un gros appareil? Alors, on va dire que pour l'instant, ça semble confortable lorsqu'on arrive, effectivement. Oui, la complexité, ça va être de tout conserver. Le bilan de Sébastien Denard, effectivement, au terme de son mandat 2008-2012, est extraordinairement positif. Tout a été gagné dans le département de la Haute-Garonne. Donc oui, le challenge, ça va être de conserver l'ensemble des exécutifs. Alors justement, on va parler des prochaines échéances électorales, municipales, européennes, sénatoriales. Il va y avoir beaucoup de scrutins. Est-ce que c'est déjà en préparation au niveau de votre fédération? Oui, 2014 va être une année riche. 2013, pour cela, c'est vrai que c'est une année plus simple où on peut effectivement anticiper, poser la réflexion, préparer les désignations, les calendriers, les échéances, les groupes de réflexion. Tout ceci est en mouvement et lié, bien sûr, et 2014, ça va être une année lourde et bien chargée. Alors l'enjeu, j'allais dire presque numéro 1, c'est conserver la mairie de Toulouse. Comment vont se passer les choses? L'investiture de Pierre Cohen va-t-elle être donnée à la rentrée? Je crois que c'était octobre qui était prévu. Oui, mi-octobre, les désignations vont se faire, mais pour l'ensemble des exécutifs, enfin pour les premiers des socialistes qui vont conduire en fait les listes, ou le premier des socialistes, c'est un partenaire qui conduit la liste, vont être désignés effectivement en octobre. Donc on a une procédure là qui est lancée déjà dès le mois d'avril. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, il y aura une deuxième ratification au niveau national. Il va y avoir une expression des militants, de l'ensemble des militants au mois d'octobre. Et au mois de novembre, il y aura ce qu'on appelle une ratification par les instances nationales, la direction nationale, des premiers des socialistes. Donc Toulouse est bien entendu concerné. Le candidat tête de liste sera désigné par les militants. Il va de soi que c'est Pierre Cohen qui est candidat aujourd'hui à sa propre succession. Il pourrait y avoir d'autres candidats? Il pourrait y avoir d'autres candidats, mais je pense qu'aujourd'hui, à la fois le bilan, la personnalité reconnue de Pierre Cohen fait quand même l'unanimité. Et je ne vois pas en interne de candidats au sein du Parti Socialiste s'opposer à Pierre. Donc si j'ai bien suivi, pour les villes de plus de 10 000 habitants, l'appel à candidature est lancé. L'appel en candidature n'est pas encore lancé, c'est la constitution de ce qu'on appelle les listes électorales, c'est-à-dire qu'à partir du mois d'avril sont figés d'ores et déjà le corps électoral, il est connu, il va être connu de tous les candidats potentiels. D'ici cet été, c'est 6 mois avant, on arrête les listes électorales de ceux qui peuvent voter pour investir les militants. C'est pour ça que je dis que la procédure est d'ores et déjà lancée. Et à partir de quand ceux qui voudront être tête de liste? À partir de septembre. À partir de septembre, officiellement, un mois avant, il va y avoir un dépôt de candidature pour que dans chaque localité ou section puisse s'organiser à la fois le débat, les confrontations entre les deux candidats s'il y en a plusieurs ou les deux. Très bien.
On va parler aussi du national, avec une période quand même plutôt agitée. Comment on vit cette période où, suite à l'élection présidentielle, on voit un président de la République affaibli dans les sondages? Comment vous vivez, vous, à l'intérieur, comme militant, cette période? C'est pas une période des plus évidentes, mais bon, à l'exercice du pouvoir, passer d'un parti d'opposition depuis 10 ans à l'exercice du pouvoir, c'est jamais simple, jamais facile. Pour la gauche, encore moins, puisque je pense que les gens sont moins indulgents avec les partis de gauche que ne le sont avec la droite. C'est une situation, effectivement, bon, qui n'est pas des plus confortables. Pour un cadre d'un parti, c'est évident, c'est pas des plus simples, mais bon, on fait face, hein, c'est ça l'exercice du pouvoir, hein. C'est aussi des difficultés, hein. Je crois qu'il faut être solide sur ce qu'on pense faire juste et aller de l'avant, hein. Moi, c'est mon tempérament. Je ne suis pas un optimiste béat, mais je ne suis pas non plus un pessimiste, un fataliste. Il est normal qu'on affronte des difficultés. La situation que nous a laissée la droite, l'ardoise de Sarkozy était quand même lourde, hein, plus de 600 milliards de dettes. Un pays en déliquescence dans tous ses corps, hein, intermédiaires, sociaux, un pays fragmenté. Bon, tout ceci ne peut pas se reconstituer en 10 mois. Hein. La tâche est ardue, bon, beaucoup de choses sont lancées, beaucoup de réformes ont été entreprises, une nouvelle manière de gouverner, d'exercer le pouvoir. Je pense que ça va dans le bon sens. Voilà, le redressement du pays demande de l'effort et effectivement, c'est pas toujours évident. Alors les militants, vous qui êtes au contact avec eux au quotidien, dans quel état d'esprit ils sont aujourd'hui? Quelles sont les remontées que vous avez? Alors les militants, bon, dans le même état d'esprit que le mien, c'est-à-dire ils sont à la fois impatients de voir un certain nombre de réalisations se concrétiser et puis en même temps conscients de la difficulté qui incombe à nos responsables et à nos dirigeants. Une période difficile. Après, il y a des militants qui sont plus exigeants que d'autres, mais bon, c'est dans tout groupe humain, hein. Il y en a toujours ceux qui veulent aller plus vite, d'autres qui sont plus patients. Voilà. Alors parmi les dossiers difficiles du moment, bien sûr, il y a l'affaire Cahuzac, la fameuse. Quel bilan, j'allais dire, vous tirez de cette affaire? Est-ce que c'est une affaire interne au PS ou est-ce que c'est une affaire de moralisation de la vie publique, de manière plus générale? Moi, je parlerais plutôt que de moralisation de la vie publique, de la vie en règle générale, hein. Ça interpelle, hein, quand même, l'affaire Cahuzac. Ça interpelle pas que les socialistes. Bon, je crois que tous les partis, enfin, aucun parti n'est exempt de brebis galeuses, on va dire. Puis d'ailleurs, certaines voix de l'UMP s'étaient pas gênées pour le défendre à un moment donné aussi. Oui, effectivement, bon, ce qui peut être très troublant par ailleurs. Je crois que ça interpelle sur la société en règle générale. On voit à quel point quand même c'est le règne de l'individualisme, ça touche chaque personnalité, chaque camp, l'appât du gain. On se demande jusqu'où peut aller la finance dans ses dérives, jusqu'à qui elle va toucher, hein. Donc oui, ça interpelle sur le fond. Donc le besoin de moralisation, il y est. Pour utiliser une image, c'est comme un fleuve qui s'écoule. L'eau, quand elle veut passer, qu'elle trouve une brèche, elle y va. Donc je crois que l'individualisme, l'appât du gain, la financiarisation de tout, excessive à ce point-là, bon, ben, je crois que ça mérite largement des endiguements, hein. Donc le besoin de transparence, remettre des digues, remettre des codes, c'est plus que nécessaire aujourd'hui. Alors, parmi les codes, on peut parler de la question du cumul des mandats. Vous-même, vous êtes élu à Sainte-Gabelle. Quelle est votre position sur ce dossier? J'allais dire presque controversé, parce que notamment chez les sénateurs, y compris chez les sénateurs de gauche, il y a plusieurs points de vue. Le vôtre, c'est quoi? Il faut faire le non-cumul des mandats? Je pense que comme la lutte contre les conflits d'intérêts ou la moralisation de la vie politique, le non-cumul des mandats fera partie des outils du regain de la confiance de nos concitoyens en la politique. Il faut passer par là. Oui, je crois que c'est évident, il faut passer par là.
on a besoin pour renouveler un peu la pratique, réassainir le rôle de l'élu vis-à-vis de ses fonctions. Je pense que c'est nécessaire. Ça fera partie, de toute façon, ça fait partie des propositions qu'avait fait François Hollande lors de la campagne présidentielle. Un projet de loi va être déposé avant cet été sur le non-cumul des mandats. Je pense que c'est plus qu'une nécessité. Vous, personnellement, vous le voulez pour 2014 ou pour 2017 ? C'est le débat interne au PS. Oui, c'est un débat interne au PS, interne à toute la classe politique, savoir quand c'est qu'on commence à s'appliquer. Non, mais disons qu'on avait parlé de 2014 et puis que certaines voix autour de François Hollande ont commencé à dire qu'il fallait reculer à 2017, c'est pour ça que je dis ça. Oui. Je pense que moi, à titre personnel, en tout cas, je suis favorable à ce qu'on l'exerce le plus tôt possible. D'ores et déjà, la plupart des parlementaires, je pense qu'en Haute-Garonne, on est plutôt exemplaire en la matière. La plupart s'y conforment d'ores et déjà, alors qu'il n'y a pas encore de projet de loi sur la table. Beaucoup de socialistes sont dans ce cas-là. Dès lors qu'un projet de loi sera promulgué, s'il est promulgué Pierre Cohen lui-même ne s'était pas présenté comme député. Bien entendu. Oui, comme je le disais, lorsque le projet de loi sera promulgué, s'il est promulgué en 2014, je pense que beaucoup s'y conformeront avant 2017 et ne se représenteront pas à l'exercice de leurs fonctions pour leurs fonctions locales dès 2014. Je pense qu'il y en a qui anticiperont, si jamais le calendrier était décalé à 2017, il y en a qui s'y conformeront dès 2014. À partir du moment où ils auront voté une loi, je ne vois pas pourquoi ils iraient encore cumuler pendant 3 ans. Dernière question, au vu du contexte actuel, alors on parlait de la crise morale, mais il y a surtout pour les Français la crise économique et sociale. Est-ce que la montée des extrêmes, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, ça vous fait peur ? À titre personnel, ça m'a toujours fait peur. Comment vous expliquer ? Moi, je me suis engagé 1 an et demi avant le 21 avril 2002. Voir accéder au pouvoir, voir accéder au second tour d'une élection présidentielle au Front National, ça m'avait profondément choqué. Je suis issu d'une famille d'immigrés italiens qui avaient quitté le fascisme. C'est quelque chose qui est très fort et imprégné chez moi. Les dernières élections, que ce soit présidentielles ou législatives, ont montré une montée du Front National dans les zones périurbaines. Moi, ma commune est concernée. On a eu un bureau de vote qui a mis au premier tour Marine Le Pen en tête, sur 3 bureaux de vote de ma commune, de Sainte-Gabelle, ce qui était très choquant. Donc on essaye avec quelques-uns de réfléchir à quelles sont les causes profondes de cet enracinement qui est spatialisable, puisqu'on le retrouve entre 30 et 50-70 km de l'agglomération toulousaine, vraiment un ancrage comme ça, de montée. Ce qui est étonnant, parce que parmi les thématiques du Front National, il y a la sécalité. Je suppose que Sainte-Gabelle, c'est pas le sujet numéro 1. Du tout. C'est pas ni l'insécurité, ni ce qu'on pourrait croire, la peur ou vivre à côté de l'étranger. C'est pas ça qui est exprimé. C'est plutôt le sentiment d'abandon, le sentiment de déclassement, la peur du déclassement. La perte des services publics, ça se fait très fortement ressentir depuis une dizaine d'années sur nos zones rurales. On a fermé des postes, on a déplacé les gendarmeries, on a fermé des services de proximité, l'emploi s'éloigne de plus en plus. Donc, tout ce terreau-là devient fertile finalement à la montée du Front National et des extrêmes. Bon, et après, avec des débats qui viennent un peu plus sur la radicalité, comme le débat sur le mariage pour tous, là, vraiment, on sent un ancrage très dur, un peu à l'américaine, comme les Tea Party, c'est-à-dire qui développent toute une rhétorique, peur de l'autre, peur du progrès, très néoconservateur, c'est très inquiétant. Oui. Sébastien Vincini, merci d'être venu ici à la rédaction du Journal Toulousain et à très bientôt sur notre Web TV.